Je suis en pleine folie. Que m'arrive-t-il? Mes proches sont circonspects. Je plane à plus de 10 000. J'ai perdu le contrôle. Je suis le néo-Théo. Rien à voir avec Matrix. Je suis dans la matrice des parcs chauds. Je peux claquer 5000 boules pour une soirée belle. Le poker, j'en suis le maître. Je couche Patrick Bruel. J'en ai oublié si Antoine est ma frère ou ma sœur. Si j'ai Ken Coralie avant d'apprendre les multiplicateurs. Viens faire un tour dans ma voiture tout confort. Rejoins-moi dans ma piscine, ma chérie, ça va être sport. Et ma mère qui ose prétendre que je suis bipolaire. C'est au quart de franc, pas trop, il se prend pour Baudelaire. Peu importe si je suis riche, beau, bientôt marié, je peux conquérir l'Ukraine si je veux. Combien tu veux parier? Séduire ma belle-mère n'était qu'une micro-étape. Il me suffit de cligner de l'œil pour que je vous épate. Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus sur la chaîne Mistralement Nôtre. Et avant de revenir sur le débrief des épisodes de la semaine, eh bien, je vous annonce que ce débrief pourrait être le dernier dans sa forme actuelle. Voilà, je vous annonce que j'étais en télétravail cette dernière année. J'ai trouvé un nouveau projet professionnel qui nécessitera que je sois en présentiel, donc je n'aurai plus le temps d'assurer les formats vidéo tels que je vous les propose actuellement. Du coup, ce sera sûrement plutôt des podcasts audio, mais on va dire dans l'actualité. Par exemple, là, comme Théo est revenu dans la forme qu'on lui connaît, pourquoi pas un petit top 10 des personnages les plus dérangés mentalement. Voilà, ce genre de format qui va être peut-être un peu plus occasionnel, puisque voilà, des vidéos hebdomadaires actuelles, voilà, ça ne sera plus possible dans mon calendrier. Ceci dit, voyons ce qui s'est passé dans les derniers épisodes proposés par France 3. Malika n'aura pas eu ce qu'elle voulait, à savoir l'héritage de Claude, mais elle aura débarrassé la colocation de tous ses habitants. Barbara, ça dégage. Mousse, ça dégage. Nathan, ça dégage. Sabrina, ça dégage. Mila. Bon, dernière nouvelle. Bon bah non, je n'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que c'est rigolo dans les épisodes de Plus belle la vie quand on nous justifie les absences pendant plusieurs mois d'habitants qui sont pas là alors qu'ils devrait être là. Récemment, Fanny avec Alexandre, qui voilà, d'un sauvage est devenu un cadre baroudeur qui voyage en classe affaires pour assister à des conférences. Tout va bien, on va apprendre aussi qu'il joue au poker. Bon et bien, puisque les absents ont toujours tort, mais là, ça déménage. Avec un loyer bien revu à la baisse, et bien Romain et Émilie sont les nouveaux colocataires. Deux premiers à inaugurer cette coloc 2.0. Émilie cible déjà le personnage de Romain, à savoir, elle lui propose une sortie à un vélodrome qui lui l'assimile à une course de chevaux. Et bien loin du vélodrame, cette réplique a le don d'amuser Émilie et ils partent tous les deux en quête d'un nouveau colocataire chacun, puisque cette coloc dispose de 4 chambres, il manque alors de 2 habitants pour que le carré soit complet. Fanny et Sylvia s'ajoutent donc à la fête. Oh là là, Romain il va s'amuser quand on découvre la première conversation des nanas, c'est très prometteur, mais Sylvia, elle l'annonce, elle ne va pas rester très longtemps, la coloc pour elle c'est très provisoire. Eh oui, elle a raison, d'ici la fin de l'année, la coloc, il n'en sera plus question, et peut-être le Mistral non plus d'ailleurs. Et après le 136e épisode du célèbre frère caché ou sœur cachée avec Sylvia et Francesco, eh bien pour votre plus grand plaisir, je vous l'annonce, la suite au prochain rendez-vous avec le 137e épisode déjà prévu, puisque figurez-vous que Laetitia, elle a un frère caché. Ah oui, j'ai déjà hâte de savoir quelle va être la justification du pourquoi il n'a pas fait son apparition en 2019 pour soutenir sa sœur dans l'épreuve de la mort de Jérôme. Oh, comme c'est original. Le classieux Baptiste n'en finit plus de jouer au héros, grand cœur, c'est un chevalier blanc et c'est encore Justine qui en profite, prisonnière des flammes. Elle est promise à une mort certaine et ce n'est pas Jean-Louis traumatisé par l'incendie du siècle en 2016 qui vient la sauver, mais plutôt son élève à lui, le recalé du concours. 6 ans se sont écoulés depuis ce fameux traumatisme, mais Jean-Louis lui montre une imposante cicatrice pour justifier sa phobie du feu. Bon, il est balèze parce que personne ne s'en est rendu compte durant tout ce laps de temps. Ouais, ça fait 6 ans qu'il est sur des interventions, le gaillard, mais personne n'a remarqué donc qu'il avait cette fameuse phobie qui l'empêchait
d'aller sur le terrain concrètement. Après avoir sauvé donc Justine, Baptiste la retrouve assise à sa porte. Bon, comme beaucoup de répliques qui commencent par une vulgarité, il l'injure et lui demande ce qu'elle fout là avant de la faire entrer, et là tout dérape, on commence par un petit baiser, et puis ça se dessape et le mari d'Emma obtient sa récompense. Et c'est bien ça, le fameux meilleur pompier que Jean-Louis n'a jamais vu de sa vie en formation, et bien il faut bien qu'il se fasse entretenir en l'absence de sa petite femme. Et Gabriel, il commence à le soupçonner, il sent que ça sent le sapin entre son fils et sa belle-fille. Oh, le retour en Australie risque d'être bien agité, mais bon, depuis le temps que les parents de Mathis n'ont plus rien à faire ensemble. J'en connais une en tout cas qui va être bien dégoûtée de ne pas avoir été directement à l'origine d'une rupture. Non, l'autre. Il est intriguant ce retour de Théo Baumel. Eh bien, on sait presque tout maintenant sur le destin du fils de Delphine, étrangement lié à celui de sa mère. Après qu'il ait menti sur ses activités professionnelles, Delphine découvre donc que son fils est bipolaire. Bon, cette maladie mentale n'est pas héréditaire, mais Romain le confirme. D'ailleurs, c'est la seule explication valable à cette situation. Euphorie, pas conscient du danger, il fait tout et n'importe quoi, il claque des thunes immenses dans les soirées poker, il s'exhibe sexuellement devant une Lola qui se serait bien réfugiée à cet instant tout en haut de son arbre, il rince des SDF à un arrêt de bus, il roule en contresens. Ah bref... Le problème surtout, c'est que notre bon vieux Théo s'est endetté à ses parties de poker qui, visiblement, il les perd à chaque fois. Ces parties de poker clandestines, oui, parce que bipolaire, il a probablement fait un all-in avec un 7-2 dépareillé et il se fait dépouiller soirée après soirée. Bon, maintenant il doit payer, mais quel est le montant de ses dettes? Quelle est la dangerosité de ses créanciers qui poursuivent quand même jusqu'à sa villa avec un flingue? Eh bien voilà, ce sont les questions qui prévalent actuellement. En attendant, Delphine refuse de faire interner son fils et Franck, quant à lui, aimerait qu'on arrête avec la méthode douce. Alors est-ce qu'il va sortir de sa retraite d'agent secret? Est-ce qu'il va le torturer en utilisant ses compétences d'électricien pour mener, pourquoi pas, une petite expérience de 1000 grammes? Est-ce qu'il va appeler Rosa pour qu'elle ait une idée un peu saugrenue? Plein de possibilités. Maintenant, j'aimerais que quelqu'un se rende à Paris pour savoir si notre bon vieux Claire-Antoine n'a pas aussi un pet au cerveau. Je m'inquiète. Bon, dans ce Mistral 5 étoiles, 1 étoile et demie, parce qu'il y a eu un petit peu de très bon, mais beaucoup de catastrophiques. Pour moi, le catastrophique, c'est Baptiste, c'est la recomposition de la colocation et la première journée de Pablo et Sunali au lycée Vincent Scotto. Commençons par ça, parce que je ne l'ai pas encore évoqué dans les intrigues précédentes. Au bout d'un moment, messieurs les scénaristes, si vous voulez qu'on s'intéresse à vos histoires, il faut que les personnages qui sont intégrés à ces histoires aient un capital sympathie aux yeux du public, au moins qu'on ait de l'empathie pour ces personnages. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse aux déboires sentimentaux, familiaux de Kylian en faisant de lui une petite frappe et un vrai connard qui humilie les nouveaux élèves? Betty, j'ai beau pas grandement l'apprécier, on finit par lui donner raison quand elle n'a de cesse de prendre Kylian pour un con, vu le comportement de celui-ci avec Pablo et Sunali. D'ailleurs, Betty, on la revoit, bon, a priori, elle a pas eu une exclusion de 2 semaines, mais plutôt de 2 mois, hein. Parenthèse refermée. Et puis honnêtement, on est au lycée Vincent Scotto ou à l'école primaire Vincent Scotto, puisque le coup de « je te prends ta casquette mais t'es pas assez grand pour la récupérer », on fait plus ça à 16 ans. Bon, et puis Sunali, s'il a vu la regrettée Madame Léandry, elle n'aurait pas franchi la porte du lycée, on est bien d'accord dans cette tenue. Pour Baptiste, j'ai noté, c'est arrivé à 2 épisodes cette semaine dernièrement, sa toute première réplique d'un épisode, c'était une grossièreté, je vois un putain ou un je sais plus quoi. Au bout d'un moment, c'est insupportable. Il est pas content, il veut aussi faire. Il est content, il veut aussi faire. Il s'extasie, il veut aussi faire. Il sauve la vie d'une jeune femme, il veut aussi faire. Il embrasse, il veut aussi faire. Vous me direz, il a conçu son gosse avec Emma en vociférant. Ah mais stop. Comme les belles leçons de vie de Gabriel, 1 fois ça va, 2 fois, 3 fois. Voilà, ça tourne en rond, rien n'avance, Thomas lui est invisible. On le voit uniquement pour remettre la main devant sa bouche, parce que c'est tout ce qu'il sait faire quand il est choqué, apeuré, tristé ou autre. Le seul point positif que je vois à tout ça, c'est la perspective de séparer enfin Baptiste et Emma. Ce couple n'a plus aucun avenir ensemble. Oh, puis si les auteurs pouvaient avoir la bonne idée de mettre en couple Emma et César, ce serait pas mal. Bon, on va attendre que César réponde déjà au téléphone à Rocha, puis on verra par la suite. La colocation, je vais vite l'évacuer parce que ça commence à bouillir. Je suis assez énervé de ce que j'ai vu cette semaine. Quel scénariste s'est dit un beau matin en se levant, avant de regagner la fameuse réunion, que ça allait être une superbe idée de faire de Sylvia Ibaldi un personnage récurrent
en l'intégrant à la colocation. Mais qui? Où? Quand? Quoi? Comment? Sylvia, c'est une putain de pigeonne qui du jour au lendemain s'est retrouvée à passer un message de girl power alors qu'elle a déjà la bave aux lèvres en voyant Romain, qui est le seul mec de la colocation. Elle va être affreuse cette colocation, je ne sais pas si on s'en rend compte, je pense que le premier dialogue déjà nous a percuté à ce niveau-là, et puis bon, Rocha, il a le droit de trouver d'autres colocataires qui ne soient pas des profs de scoto. Un peu d'originalité, merde. Bon, un point positif, je trouve Jules Fabre brillant actuellement dans l'intrigue principale, dans le rôle d'un Théo transformé après 18 mois d'absence. Il ne fallait pas faire la même chose et le personnage a été bien repensé. On a finalement assez peu de personnages secondaires qui tournent autour de lui, mais c'est très bien comme ça nous permet d'avoir plus de temps pour affiner cette transformation et avoir un maximum de détails qui nous ont mis la voix tout de suite sur un personnage qui n'est plus le même qu'il y a 18 mois. Ça, c'est très bien. On a finalement perdu assez peu de temps dans cette histoire. On est arrivé assez rapidement droit au but, puisque des gros ennuis se sont vite accumulés pour Théo. Ce n'est pas mal pour l'instant, Delphine est parfaite, elle joue les équilibristes, sans que cela ne dénature son personnage, puisqu'elle reste par moments un petit peu borderline. Voilà, elle ne prend pas forcément les décisions les plus justes et les plus lucides envers son fils. Mais en même temps, elle a ce rôle de mère très protectrice qui veut toujours agir pour le mieux et en relation avec sa propre expérience avec cette maladie mentale. C'est très bien, Delphine, c'est parfait pour l'instant. Maintenant, le risque, c'est de nous vendre une guérison miracle. On l'a eu pour Luna physiquement, est-ce qu'on va l'avoir mentalement pour Théo? Voilà, si Théo doit revenir le Théo d'avant, à quoi aura servi vraiment ce retour? Et quid de Coralie? Est-ce qu'on va apprendre à l'arrache qu'ils se sont séparés sans revoir Terminator à l'écran? Là, j'avoue que je commence à me poser la question, car on en entend beaucoup parler de Coralie dans les dialogues. Alors a priori, l'actrice a retrouvé les tournages, elle tourne dans la fameuse villa de Théo, mais est-ce que ce sont des apparitions plutôt fantasmées qui sont dans la tête de Théo ou réelles? On va en savoir plus, et ça, j'avoue que ça commence à m'intriguer. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine sur Plus belle la vie. Ce sera peut-être le dernier débrief sous cette forme-là. Après, quand il se passera des gros trucs dans l'actualité, genre un retour de Théo, on parle d'un retour de Rudy, je pense que je ferai du coup une vidéo tendance pour commenter tout ça. J'en profiterai pour apporter un regard sur les épisodes actuels de Plus belle la vie. Voilà, je vous remercie pour Pénélope, encore une fois, d'aider la chaîne, de mettre un petit like, de vous abonner si vous voulez poursuivre l'aventure aux côtés de cette chaîne. Pour les formats 5 minutes, j'avais fait une première partie sur un Sanchomet qui a complètement floppé. Je pense qu'il faut que je mette des personnages qui sont actuellement à l'écran, sinon la vidéo est complètement invisible. Donc pour ceux qui l'ont regardé, ne vous attendez pas à avoir une deuxième partie dans l'immédiat. Peut-être que si Vincent retourne à l'écran, je fabriquerai cette deuxième partie. Eh bien, je vous remercie, je vous donne rendez-vous peut-être vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je verrai ce que je fais. L'activité sur la chaîne sera pas mal ralentie. Il va falloir vous y préparer. En tout cas, je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne qui, quoi qu'il arrive, restera vôtre, mais surtout mistralement nôtre. Bye bye.